Salut à tous. Alors, épisode 5 avec Mathieu Van Der Poel et sa Corandon Circus sur un fond de polémique, de tristesse, quelque part, parce on a déjà des réponses avec quelques trucs. Et donc ça, au moins, on a gagné quelque chose. Mathieu Van Der Poel, génial. Ok, on s'en doutait. L'IA, est-ce qu'elle est différente? Sincèrement, moi, je commence de plus en plus à dire que ça ressemble beaucoup à PCM 2018. Ensuite, monter en World Tour, aïe aïe aïe, la douleur, la douleur. Et c'est pour ça que je m'attacherai quasiment à définir un nouvel objectif qui serait gagner ou survivre en World Tour avec 15 coureurs. Voilà, voilà, voilà. Et parce on se rappelle donc qu'il y a eu quand même quelque chose d'un peu regrettable ou de très très regrettable au niveau du système de calcul de l'indice 2020, hein, qui était la base. On se souvient de petit défilé là de screenshots, la base pour la promotion et la relégation des équipes. Et donc, ce que je souhaiterais très vivement, je vais répondre après à un petit petite série de questions là que j'ai choisi la question de vous les viewers. Euh, Franchement, voilà, on a une nouvelle saison. Je vous ai dit comment j'allais l'organiser. On est très heureux avec Sénéchal Van Bar le galopin, mais ça m'aurait vraiment pas dérangé d'être en Conti Pro. Mais voilà, bon, ça s'est passé autrement. Donc, allez, on garde en mémoire nos objectifs. On sait quelle masse d'argent on va avoir. Je vous avais dit à l'épisode précédent qu'il n'est pas dit franchement que peut-être un sponsor de standing international, vu qu'on est en World Tour, qu'un sponsor de standing international pourrait faire. C'est pas dit qu'il nous fasse pas une offre. Hein. J'ai mis un peu d'argent dans l'équipe de détection. Donc maintenant on a créé une Corandon U23. D'ailleurs, dans cette Corandon U23, je vous annonce tout de suite qu'il y a un Américain qui présente tous les signes d'une pépite. Voilà, je vous en parlerai à l'occasion. J'attends un petit peu de voir l'évolution. J'ai l'impression qu'on peut gérer un petit peu plus de choses avec l'équipe de détection. Là aussi, vous savez, c'est toujours pareil, j'essaie de défricher le terrain, et puis une fois que j'ai défriché et que je suis sûr de moi, je viens vers vous avec des conclusions. Pour l'instant, je suis pas sûr. Alors, on passe à la petite série de remarques. Merci à tous pour vos commentaires. Merci pour la façon dont, voilà, vous me soutenez. C'est très gentil. Alors, effectivement, en haut à droite, regardez. Non, vous inquiétez pas. On va pas laisser partir Van Der Poel. N'aie pas peur, Félix. Jamais je le laisserai partir dans cette partie. Même si je dois changer de sponsor presque à la limite. Bon. Après, vous le signalez tous, il y a un bug, évidemment. Ce bug, c'est peut-être l'occasion. Écoutez, c'est sûr. Soit on pourrait se dire, ok, on attend que le bug soit réparé par un patch. Soit on continue, et moi j'ai décidé de continuer, tout en ayant une tristesse dans le cœur parce que on aurait aimé que les choses se passent autrement. Et voilà, j'espère que la partie gardera quand même beaucoup d'intérêt. Déjà, j'ai vu que les wildcards sont donnés à bon escient par l'IA à de très bonnes équipes qui sont en Conti Pro. On pense à Jumbo Visma, Lotto Soudal, Sunweb, etc. Groupama, FDJ. Donc, je dirais que pour négocier les objectifs, on ne peut plus le faire, Corentin, depuis au moins le 2018. Ensuite, très très bonne idée de Fischer. Mais attention, parce que tous ces jeunes là, après, tous ces jeunes, eh bien, ils deviennent forts. Et vous vous retrouvez au bout de 2 années, si vous prenez trop de pépites dans la même équipe, en fait, il me faut des joueurs vraiment moyens par moment. Parce que ça va me permettre de garder le star system en fait et les rapports de force bien établis. J'ai pas envie que ça vire à du Lotto Soudal. Alors c'était très bien l'année dernière. Il y a eu beaucoup de choses super positives dans cette série Lotto Soudal, mais il y en a une que je retiens comme un petit peu problématique, alors que vous voyez la planification sous vos yeux.
Il y en a une que je retiens comme problématique, c'est la question des Hirschi, Sam Omen, notamment, pour ne citer que, mais on aurait aussi pu penser à deux, trois autres petits Belges issus de l'équipe U23 ou bien déjà présents comme Lambrecht, auxquels on n'a pas pu donner peut-être exactement la place qu'on voudrait. Et si je recrute de jeunes pépites un petit peu trop nombreuses, on m'a proposé Arensman, c'est une excellente idée, je l'avais Arensman pour préciser, je l'avais pris hein, dans la version PCM 2018 dans ma construction d'équipe. Enfin, je sais plus quand j'avais pris Arensman, mais je me souviens l'avoir pris il y a pas longtemps. Bien sûr que je l'estime et que je le connais. Là, j'ai plus misé sur Ferchev, qui est qui est un Lotto Soudal U23. J'ai misé aussi sur Niels Sinchek. C'est un Hollandais de Sunweb U23, là aussi, ou Development, qui est plutôt intéressant quand on regarde un petit peu son maigre, mais déjà parlant palmarès. Ensuite, toujours pendant qu'on voit la planification des courses de l'année, hein, je jongle. Hein. Je jongle évidemment le défi d'occuper le World Tour avec 15 coureurs, c'est quand même spécial. Pourquoi j'ai pris Sosa Ivan Sosa, je vous avoue que ça fait tâche dans cet environnement belge, français, hollandais. Il reste encore un allemand. Ça fait tâche, je l'avoue. Je suis pas super heureux. Je suis pas super heureux, mais entre guillemets, c'était le meilleur. Je sais pas si c'était le meilleur, mais en tout cas, c'était le meilleur compromis entre prendre un coureur vraiment trop lambda et j'avais plus rien en fait en belge, français, hollandais. J'avais rien de disponible parce qu'il faut qu'il soit sans contrat, hein, les gars. Il faut qu'il soit recrutable. Hein. J'avais plus rien de disponible en fait de valeur correcte. Du coup, j'ai pris Sosa parce qu'en fait, il restait en gros, voilà, c'était moins mauvais profil, mais colombien quoi, colombien. Alors qu'on aurait pu très clairement se réserver Ivan Sosa pour une future partie avec un sponsor peut-être plus adapté quoi. Hein. Donc ouais, je sais, moi aussi je suis pas super fan du truc. Bon, voilà. Après, que dire d'autre si ce n'est que oui, l'un d'entre vous me signalait carrément. Alors là, c'est l'horreur absolue. Hein, me signalait carrément qu'il avait vu des relégations jusqu'en Conti, même pas Conti Pro, et puis un autre qui a vu, Steph a vu des étapes de montagne gagnées par Groenewegen. Bon bref, espérons que qu'on va pas vite repartir sur le 2018 parce qu'on est saoulé par le 2019, par pitié. Hein. Voilà, et puis sinon, ben voilà, je vous ai parlé de Sosa, on a évoqué le fait que les objectifs ne se négocient pas, que finalement on est face à un nouveau défi, puisque le défi du World Tour, il est relevé. Et donc, petit point sur les barres de forme pour ce qui est finalement les barres de préparation hein, à ce stade-là. Petit point pour constater que certains ont commencé la préparation vers leur objectif qui est le Paris-Nice. Hein. Je pense par exemple à Sosa. Et d'autres, pendant ce temps-là, ont fort justement encore une barre grise qui veut dire qu'ils n'ont pas encore commencé. Là, on était en janvier. Hein. Et puis, sinon aussi, ouais, une petite réflexion là, faite par l'un d'entre vous sur laquelle je veux rebondir. Oui, quand on a une équipe, comme c'est mon cas, là vous l'avez vu dans la planification, j'ai une équipe qui est dédiée au Giro, hein, et donc forcément le Giro étant situé au mois de mai, c'est un deuxième objectif pour eux. Après, on est d'accord, on s'en fout en fait, parce qu'en fait on n'a aucune performance attendue, etc. Mais si on veut faire les choses un tout petit peu en cohérence, c'est le deuxième objectif pour tous ces coureurs-là, donc Sosa, je crois que j'ai mis aussi justement Ferchev, etc. Aussi le jeune Nils Sinchek. Voilà, j'ai mis un peu des mecs qui peuvent avoir des profils soit de grimpeurs, soit de punchers.
Bon, on verra bien ce que ça peut donner, mais je pense pas que je jouerai beaucoup d'étapes, hein, pour être très franc. L'année dernière, tiens, juste parenthèse, l'année dernière, vous avez vu, on avait attaqué dans le mur de Gramont. Bah là, dans le mur de Gramont, on est un peu plus sage. Faut dire qu'on a un Mathieu Van Der Poel en forme du jour, -3. Donc, le home loop, réflexion là encore générale, ça fait 3 fois que je vois du home loop. Punaise, ça fait 3 fois que beaucoup de prétendants logiques à la victoire sur donc Redfall, comme Home Loop Last News, ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils sont probablement sur le tour UAE. C'est dommage, c'est dommage. Là, il y a un petit fail dans, je dirais, la manière de programmer par l'IA l'inscription, la présence sur certaines courses. Je suis un petit peu déçu. Bon, après, on sait que sur les Flandriennes, allez, à partir de, après Kurne, disons. Après, il n'y a plus vraiment de bugs, même si au niveau des Strade Bianche, on pourrait aussi faire une réflexion quasi similaire. On verra tout à l'heure les Strade Bianche. Donc, j'ai quand même tenté ma chance avec Van Der Poel, même à -3, je tente quand même, en fait. Et puis, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai Sénéchal qui est tranquille dans la roue, là, de Sepp Van Marke. On observe de très près Kwiatkowski, Van Marke. Il y a Niels Politt qui fait partie de ce groupe de 5 qui finalement a l'air d'être parti pour se disputer la gagne. Et moi j'en ai 2, donc voilà, on est typiquement dans la situation que je voulais. C'est pour ça que j'ai recruté Sénéchal, c'est pour ça aussi que j'ai pris Dylan Van Baarle. Une fois ce sera l'un, une fois ce sera l'autre. Là, Van Baarle n'est pas aligné parce qu'il est souffrant. Vous voyez, comme ça j'ai 2 flèches à lancer. Donc si Sénéchal gagne, c'est tout bénef. Et s'il se fait reprendre, eh ben, on a Mathieu Van Der Poel. Et voilà. Et c'est vrai que c'est quand même précieux. Alors, les deux coureurs n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, hein, mais ils ont quand même un point commun. C'est qu'ils sont tous les deux de niveau très correct, voire excellent sur pavé et sur ce type de profil de course. Voilà. Donc ensuite, après avoir s'être satisfait de remplir un premier objectif sponsor, on se rend du côté de Kurn, où Van Baarle, contrairement à ce qui est affiché, je l'ai désinscrit au dernier moment. Bon, c'est vraiment étrange. Je venais de décliquer sur lui pour sélectionner un autre coureur, et j'avais quand même Van Baarle qui était sur l'écran d'annonce de la course. On voit que l'IA, elle sait mobiliser ses sprinters, il n'y a pas de problème. Hein. Les Groenewegen, Viviani, gna, tout le monde est là. Et là, il se passe quelque chose qui va d'autre un gros nuage noir en fait sur ce début de saison. C'est une blessure pour Florian Sénéchal. Quand je vais vous donner le verdict, donc victoire d'Arnaud Desmar. On a un Mathieu Van Der Poel qui va faire 4. Voilà, on va pas épiloguer sur Kurn. Il ne s'est pas passé énormément de choses, mais non, la grosse info à Kurn, c'est cette horrible blessure de Florian Sénéchal et ça honnêtement c'est vraiment dégueulasse parce que fracture des vertèbres fin avril, donc on peut considérer début mai. C'est vraiment un très très gros coup dur quand on n'a que 15 coureurs. Bah, du coup, on se retrouve avec 14. 14 coureurs. Si on compte bien, 14 coureurs, c'est ce qu'il faut pour Tirreno plus Paris-Nice. Ça veut dire que vous voyez, il y aura tout le monde qui sera sur le pont au moment de Tirreno et Paris-Nice. Non, excusez-moi, un près, j'ai l'impression que je me suis un poil gouré, j'en ai 16, j'en ai pas 15. J'ai 16 coureurs, mais bon, hein, c'est quasiment pareil. Donc voilà, difficulté à venir. On sera privé de notre ami Sénéchal qu'on avait recruté tout spécialement pour encadrer Mathieu Van Der Poel. Je pense notamment à Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, on peut quasiment, là, au début du mois de mars, on vient quasiment de faire une croix sur Paris-Roubaix. Allez, c'est pas grave, il faut se remobiliser, la vie est belle, mais bon, ça fait chier. Faut quand même le dire. Donc on est heureusement sur un endroit qui donne le sourire, hein, toujours ce rendez-vous de début mars, là, ce petit samedi dans la Toscane. Du côté des Strade Bianche. Donc, bon, là, très clairement, le plateau, il est correct. Il est correct.
mais je m'étonne quand même du fait que pour la deuxième année consécutive, et y compris dans la petite course que je vous avais montrée dans ma vidéo d'analyse du mode carrière là, que j'ai sorti samedi dernier, ça fait 3 fois que Julien Alaphilippe n'est pas aligné sur les Strade Bianche. D'ailleurs, tiens, petite spécificité là, de cette année en 2020, donc dans la partie, l'équipe de Koenig Quick Step n'est même pas présente sur les Strade Bianche. C'est bon, bref, je suis encore un petit peu dépité parce que je sais pas, quand on connaît un petit peu l'histoire de cette équipe liée à cette course, hein, on se rappelle Stibar, on se rappelle Kwiatkowski, plus récemment à la Philippe. J'ai pas l'impression que la De Koenig Quickstep actuelle, donc qui fut Ethics Quickstep, qui fut ceci, qui fut cela, euh, méprise les Strade Bianche au point de pas venir. Bon, bref. Regardez, c'est intéressant la fin de course. La fin de course, elle est très intéressante parce que je n'ai pas une fenêtre très très grande pour prendre une initiative, mais je vais quand même la tenter là, ici, pile au moment où on reprend les échappées, qu'on reprend tardivement. Hein. C'est très rare qu'on les... Enfin, pas très rare, mais en tout cas, c'est pas si fréquent qu'on les reprenne si tardivement. J'ai tenté le tout pour le tout parce que derrière, il y a une descente. La descente Mathieu Van Der Poel 84, si vous voulez, de base. Et puis, ensuite, il y a ce petit mur pavé. Alors, petit mur pavé, si on prend un vélo qu'on doit monter en vélo, on va pas dire que c'est un petit mur pavé. En tout cas, il y a voilà, cette montée d'ancienne qui fait un peu moins d'1 kilomètre et qui est pavée. Je n'arriverai jamais à vous certifier qu'elle est pavée au niveau de ce que ressentent les coureurs et de comment leurs notes sont prises en compte. En tout cas, elle est esthétiquement pavée. Après, ce ne sont pas les pavés du Tour des Flandres, très clairement. Hein. Donc, la victoire fait plaisir. Victoire, deuxième victoire derrière, après le home loop. Ça fait plaisir parce que lever les bras sur l'Estrade Bianche avec le meilleur champion du monde, c'est toujours un kiff total. Allez, vous avez vu la projection financière, il y a intérêt à ramasser des courses. Hein. Mais je reste quand même en x1 parce que j'aime la difficulté et j'estime qu'on est capable de se débrouiller pour quand même survivre. Mais ce sera vachement tendu. Donc voilà, il va falloir en prendre des petits 15-20 000 par-ci par-là parce qu'on est avec un gros déficit prévisionnel. Alors Paris-Nice, c'est l'occasion de voir aux manœuvres Tony Galopin, puisqu'on a aligné Mathieu Van Der Poel sur Tirreno. Normal, hein, il allait au Strade Bianche, donc les gens qui vont au Strade Bianche ne vont pas à Paris-Nice le lendemain, ils vont, ils vont du côté de Tirreno Adriatico. Et voilà, donc petit Paris-Nice 2018, j'ai laissé l'IA, ou plutôt j'ai laissé le jeu faire les choses automatiquement et mettre ce qu'il souhaitait comme profil, en me disant que j'en avais déjà visité pas mal sur PCM 2018, des profils d'épreuves hein, en général, et que à partir du moment où on jouera une deuxième fois une année 2020, là je commencerai à jouer un petit peu sur les variants. Hein, vous savez que j'aime bien, j'aime bien installer des nouveaux profils de temps en temps, mais là en l'occurrence, sur cette version du jeu, on l'avait jamais joué, le Paris-Nice 2018. Je vous proposerai le 2019. Je l'ai déjà fait hein, sur le jeu d'avant. Hein. Mais là, dans PCM 2019, je proposerai le Paris-Nice 2019 avec Col de Turini et compagnie, contre la montre à Barbantane, arrivé à Brignoles et tout ce qu'on sait. Je le proposerai avec l'équipe Astana. Voilà. Je proposerai avec Astana. Et c'est pour ça, bon là, on a un petit profil différent. Si vous aviez vu quels étaient les anciens vainqueurs, pardon, quels étaient les vainqueurs IRL d'étapes dans ce Paris-Nice 2018. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, nous, avec notre Tony Galopin national? Eh bien, on peut en déduire que la victoire d'étape est peut-être envisageable sur les étapes 3 ainsi que peut-être 6. Voilà. Je pense à ça en particulier.
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va pas essayer de profiter de ses qualités de punch pour se mêler à un sprint, hein, à l'image des 2 premières étapes, là où on a fait 2 fois deuxième. 2 fois deuxième. Notamment, je retiens que là, Gola Galopin arrive devant Alaphilippe sur cette étape 2, ce qui pour moi est vraiment une référence. Voilà, et puis étape 3, donc voilà, ça c'est peut-être la première sur laquelle on peut loucher, parce que elle a cette... Vous voyez, ce final là, il est intéressant. Le final avec une légère montée violente et ensuite un sprint en faux plat montant, ça m'intéresse, ce genre de truc. Ça m'intéresse, j'ai Roy Jans qui peut, vu ses notes 74-75 en sprint accélération, il peut être totalement utilisé à l'occasion en poisson pilote en fait. Il pourra aussi servir à l'occasion à Mathieu Van Der Poel. Donc on pourrait essayer d'utiliser du Jans. Alors peut-être pas sur cette étape-là parce que la difficulté dans laquelle on est, elle est bien trop difficile, mais je l'ai utilisé par exemple aux étapes 1 et 2. Et puis là par contre, celui qui va nous aider, il n'y en a qu'un qui est capable de tenir le choc en fait, hein. C'est évidemment Dylan Van Baarle. C'est pour ça que j'avais à l'origine éclaté mes forces entre Tirreno et Paris-Nice. J'avais mis Sénéchal et Mathieu Van Der Poel à Tirreno et Van Baarle et Galopin, eh bien, du côté de Paris-Nice. Bon, il se retrouve finalement que Mathieu Van Der Poel va être un peu tout seul du côté du Tirreno, mais par contre, voilà, sur Paris-Nice, Van Baarle, il est capable déjà d'apporter quelque chose à Galopin, donc avec un joli maillot jaune, qui va taper l'étape 3. Voilà, c'est très bien. Il va faire comme Jonathan Ivert. Il va aller taper l'étape 3. C'est cool. C'est cool parce que ça permet de passer nécessairement un jour de plus en jaune. Un jour qui sera très probablement le dernier. Il faut quand même pas non plus raconter des histoires. Parce que le lendemain, le contre-la-montre, il n'est pas réellement fait pour Tony Galopin. Alors c'est la première fois que je vous propose un contre-la-montre là sur Pro Cycling Manager 2019. Je l'ai testé avec les équipiers avant de pouvoir l'appliquer ensuite à Galopin. Là on voit par exemple Richie Porte qui dépasse Van Baarle. Oui bon, ce contre-la-montre il est très vallonné et il est beaucoup plus propice aux, on va dire, grimpeurs rouleurs. Grimpeurs d'ailleurs même quand on va voir le classement général final. Euh, que même aux punchers pas mauvais en contre-la-montre ou évidemment qu'aux flandriens pas pourris comme Van Baarle quoi. Donc voilà, pas de plan sur la comète. On est venu sur Paris-Nice, on a porté le maillot jaune pendant 2 jours et on a également eu le bonheur, je dirais, de pouvoir remporter une étape. On n'exclut pas de tenter notre chance à l'étape 6, voire même à l'étape 8. Ok, très clairement, s'il y a moyen d'aller en chercher une deuxième, on en prend une deuxième, ça fera de l'argent en plus. On a besoin cruellement d'argent, vous l'avez vu un peu précédemment dans l'épisode. Là, c'est Groenewegen qu'on dépose, hein, c'est pas non plus l'exploit de l'année. Hein. Voilà, et donc Richie Porte vainqueur du CLM, Richie Porte qui prend le général et Galopin se retrouve 14e. Est-ce qu'un top 10 est envisageable? Ah, il y a l'étape de la Colmiane. Il y a l'étape de la Colmiane, regardez, je vais vous faire défiler quelques profils. 1, 2, 3, on a vu. 4 aussi, ok. Ouais, après, c'est tendu parce que la Colmiane, c'est quand même 16 km d'ascension. J'ai à 6% de moyenne. J'ai peur que ça soit un peu juste pour Tony. Bon, on verra. On part pas perdant. S'il y a une super forme du jour, peut-être, sur un malentendu, on peut faire un top 10. Hein. On sait pas du tout. En tout cas, pour ce Paris-Nice, on verra la suite dans le prochain épisode. On verra également le Tirreno Adriatico sur lequel je vous annonce quand même sans spoiler qu'on aura beaucoup de difficultés à l'étape 1, qui est un contre-la-montre par équipe de 21 km. Voilà. Je pense qu'on va prendre super cher. Ce sera l'occasion de se marrer. Parce que quand vous verrez l'équipe que j'ai en contre-la-montre, c'est vraiment énorme. Oui, et ce sera aussi les premières occasions, une des premières en tout cas, de tester le CLM par équipe dans PCM 2019 parce que j'ai pas assez de recul là, j'en ai pas fait. Avec Corandon Circus, vous en doutez bien. On a plus joué des courses d'un jour, mais il y a
il y a aussi à défricher le terrain pour voir si le système reste proche de... Enfin voilà, s'il faut jouer de la même manière que sur PCM 2018, ou s'il y a quand même une adaptation nécessaire. Bon, ce sera des thèmes que j'aborderai au prochain épisode, voilà, et puis on va se quitter sur les images de ce que je considère être la plus belle victoire de Van Der Poel en cette année 2020. Parce que pour ce qui est de 2019, très clairement la plus jolie sur le plan de la difficulté du scénario, c'est peut-être la Flèche, mais la plus prestigieuse, ouais, c'est le championnat du monde. Donc il y a 2 victoires qui sont vraiment significatives. Alors même si le home loop avec attaque dans Gramont, c'était pas dégueulasse, mais bon, voilà. Et puis là, ouais, elle me fait plaisir. Elle me fait plaisir, elle est bien jolie celle-là. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de s'imposer avec un maillot de champion du monde? Je vous le demande. Allez, à très bientôt, bye bye.